Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de la NCAA, de la USHL. On parle des espoirs pour le repêchage 2025. Attachez-vous parce qu'il y a du beau stock là-dedans. Ça va être maintenant. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming off my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality. Salut Julien, salut PO. Comment allez-vous, messieurs? Bonjour à vous deux, bienvenue PO en ce beau mercredi. Mes hommages à vous deux. Merci de me recevoir encore une fois. C'est pas un mercredi comme les autres, hein? C'est le début de la saison du Canadien, enfin. Yeah. J'espère que quand ça va sortir, tout le monde va être content parce qu'on va avoir genre 2 victoires, mercredi, jeudi. On se le souhaite. Ouais. Tout le monde ira pour le week-end. Exact. Et que le powerplay aura enfin débouché. C'est ça. Le powerplay, le fameux powerplay. En fait, ce qu'on attend, c'est qui? On attend des jeunes espoirs qui devraient arriver pour nous aider sur ce powerplay-là. Puis en attendant, si jamais ça ne va pas bien la saison, là, on peut déjà commencer à penser aux espoirs pour le repêchage 2025. C'est ça que je vais jaser aujourd'hui. Ce qu'on a fait, les Canadiens, il y avait des bons joueurs là-dedans. Mais là, cette année, les Américains, encore une fois, sont en train de challenger pour la pole position. Ouais. Donc, joueur incontesté en ce moment, James Higgins. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. C'est pas mal le nom qui revient, en tout cas. Oui. Ouais. Puis c'est tout un joueur. C'est tout un joueur intelligent. Tu sais, le prototype du Canadien, c'est quoi en ce moment? C'est de trouver des gars qui ont des QI hockey incroyables, puis des attitudes pour aller avec. L'attitude de gagnant. C'est à peu près ça, si je me trompe-tu? Ah, de ce qu'on arrive à savoir puis à voir au niveau de son play style, au niveau hockey, ça ressemble à ça. Un gars qui est responsable là, dans les deux sens de patinoire quand même. Au niveau défensif, ingénieux là, dans sa façon de jouer la zone. Là. Pour un joueur de centre, il n'a pas peur d'aller aider ses alliés, d'être dynamique, d'aider ses défenseurs. Mais d'être dynamique là, à ce niveau-là. Donc, c'est déjà des choses qui rassurent énormément de dépisteurs au niveau professionnel de voir ces responsabilités-là. Oui, exact. Tu t'en as dit quelque chose, PO? Ben, écoute, Julien, je m'abreuve à tes paroles. Deux, le programme américain a pris des steps énormes depuis les dernières années. Et année après année, on réussit à produire des joueurs incroyables. Puis on va en parler, là, je veux pas briser tout de suite le sujet, mais il y a des gars qui sortent des programmes américains. Puis j'ai vraiment hâte de voir la QV 2025. On va savoir en parler tout de suite, là, mais gars, il y a des gars là-dedans que je suis très, très curieux d'observer cette saison. Oui. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il adopte la position de on va essayer de stacker le maximum de joueurs de haut calibre puis de les former le mieux possible pour qu'ils percent le top 15 puis donc dépasser les Canadiens en termes de la visibilité, si on veut. Parce que quand tu regardes comme au général, le nombre de joueurs canadiens, il y en a plus que de joueurs américains qui sont repêchés à chacun des repêchages. Mais le top talent, là, ceux qui émergent au bout, là, ben, de plus en plus, c'est des Américains. Là. C'est plutôt rare qu'on va... Ou, sinon, exemple, l'année passée, un Celebrini qui s'en va jouer aux États-Unis. Mais on en a quelques-uns là, cette année, dans NCAA aussi. Là. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Chaque année, puis je pense que ça va être de plus en plus, là, d'ailleurs. Là. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Serge, de vite, là, c'est que l'élite, dans le fond, l'élite des autres pays que le Canada se distingue plus facilement, je crois, depuis quelques années. Je ne sais pas si c'est parce que c'est vraiment la façon là, qu'on développe nos joueurs dans la façon de faire là, en général au Canada comparé aux autres pays. Mais le fait d'avoir le NTDP aux États-Unis, ça fait en sorte que tu as pas mal tout. En tout cas, tu as presque tous les meilleurs joueurs d'une génération qui jouent qui jouent ensemble pendant plusieurs années. Ce qui
fait en sorte que la visibilité est grande, très grande pour ces gars-là. Puis quand tu arrives à leur année de draft, ben là, tu sais, c'est probablement eux que tu as le plus de. Tu as déjà le plus de visionnement là, sur ces gars-là. Puis c'est l'élite du pays, donc c'est du tout cuit dans le bec un peu là, au niveau du scouting. Non, puis tu as raison, Julien. Quand je regarde le programme américain NTDP, ils ont même leur équipe en USHL. Donc, on regroupe les gars ensemble dans un jeune âge, puis on développe énormément. Moi, là-dessus, c'est ce que je dirais, c'est le Canada, c'est tout le temps le haut standard. C'est ce qu'on veut atteindre. Puis dans les dernières années, les pays ont commencé à rattraper le Canada sur plein d'affaires. La Finlande, la Suède, les États-Unis sont tous en train de ramener le plafond. Puis il va falloir qu'à un moment donné, le Canada brise le plafond de verre et aille chercher un autre step parce que honnêtement, pas que je suis inquiet, mais parce qu'on produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs de hockey. Mais si on veut, comme tu dis depuis tantôt, Ced, là, si on veut avoir de l'élite, ça, c'est une autre game. Oui, parce qu'on ne pourra jamais compétitionner éventuellement avec les Américains en termes de bassin de population. C'est 10 fois plus populeux. Donc, automatiquement, un jour, ça va arriver. Il faut y penser, gang. Là, ça va arriver qu'il va y avoir plus de joueurs américains qui vont être repêchés que de joueurs canadiens. Maintenant, le but, c'est d'en avoir le plus possible dans la première, deuxième, troisième ronde pour montrer que le développement est meilleur de notre côté. Puis, tu sais, veux pas, on part sur une mauvaise base, si on veut. Tu sais, Patou en parle dans le chat pour ceux qui sont avec nous en live. Oui. Les équipes veulent repêcher dans la NCAA, puis une des raisons, c'est le temps que tu peux prendre avant de devoir le signer, de devoir le mettre sous contrat, puis qui compte dans tes 54 contrats annuels que tu as le droit d'avoir. Ça, c'est un autre point là, important. Là. Ben, tu m'amènes sur un terrain, puis ceux qui suivent un peu la Ligue canadienne de hockey ainsi que la NCAA, il y a des grosses rumeurs, en fait, là, ça s'en vient de plus en plus concret, ça va passer au vote au courant des prochains jours, comme de quoi qu'on briserait les barrières entre justement la NCAA et Ligue canadienne, ce qui ferait que ça viendrait vraiment réajuster les deux ligues, puisque présentement, si tu vas jouer NCAA, tu peux venir jouer à la GMQ ensuite, mais tu ne peux pas faire le contraire. Ce que ça fait, c'est que certains joueurs vont donc aller à choisir entre la NCAA, puis c'est un peu ce qu'ils voulaient créer. Mais il y a eu tellement de poursuites à cet effet-là que la NCAA est en train de prendre la décision de briser le tout. Et les joueurs vont pouvoir choisir jouer dans une et deux ligues. Et là, ça va être carrément le derby de l'attraction. Et ça va amener son lot de plus et de moins aussi. Là, attendez-vous là, que ça va amener certaines choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au Québec, les joueurs anglophones vont moins tout le temps menacer. Ah, moi, je m'en vais NCAA. Parce qu'à cette heure, ça va être comme vas-y, tu vas pouvoir revenir. Vas-y voir. Tu vas pouvoir revenir au bout de 5 minutes anyway. Fait c'est à suivre pour la suite des choses. Oui, puis on l'a vu avec Michael H, qui est un Canadien, entre autres. Puis on l'a vu avec Celebrini l'année passée. Cette année, il y a même des joueurs. Il y a des joueurs d'un peu partout qui viennent, qui veulent jouer dans la Ligue canadienne, mais il y a aussi dans la NCAA. Puis là, un des points, je pense, qui peut être intéressant, c'est que les tops équipes de la NCAA deviennent de plus en plus intéressantes à jouer parce que c'est, tu sais, quand on parle de BU, donc Boston University, Boston College, Michigan State, non, University of Michigan, excuse-moi. Puis, puis Denver aussi ont une très bonne équipe. Donc, les équipes sont de haut niveau, puis année après année, ils vont chercher du talent de haut niveau. Fait que ça devient intéressant de venir se joindre à ce bassin-là. James Higgins jouait dans le USNTDP. Il y en a d'autres qui ont joué dans le USNTDP. Puis, ce qui est le fun, c'est de voir, exemple, l'année passée, un James Higgins qui jouait avec un Cole Iserman, Cole Iserman a été repêché quand même haut au niveau du repêchage, peut avoir aidé. Puis là, à ce moment-là, les gars continuent dans l'NCAA de jouer dans des équipes qu'ils peuvent retrouver ces joueurs-là. Fait que en tout cas, moi, je trouve ça vraiment bien, le programme, qu'est-ce qu'ils font en ce moment, les États-Unis. J'espère qu'on va être en mesure de faire quelque chose qui va être un peu similaire ou en tout cas amener peut-être une touche de
de ce type-là pour faire en sorte que notre équipe internationale soit aussi préparée quand vient le temps des tournois. Fait que ça pourrait être intéressant. Là. Ben, le comparatif au Canada, c'est les programmes des moins de 18. Ouais. Eux, ils réunissent les jeunes en été. Ils ont tout le temps un camp d'été. Oui. Il y a tout le temps des camps donc estivaux pour voir les gars. Ils retournent ensuite. Puis ça, c'est un peu, comment dire, la lame en double tranchant de Hockey Canada parce que notre vache à lait, c'est un peu la Ligue canadienne de hockey. Fait que tu ne veux pas rentrer en concurrence avec eux. Tandis que quand tu regardes le programme américain, eux, ils sont une vache à lait pour les universités. Donc, c'est un peu l'opposé. Donc, pour en arriver peut-être à créer quelque chose, de réunir les meilleurs joueurs canadiens au pays, il faudrait soit on vise en dessous du junior, soit on les prend midget. Et encore là, ça me fait poser la question, est-ce que c'est une bonne idée d'aller puiser dans ces circuits-là? Oui, c'est ça. On va se lancer tout de suite, messieurs, parce qu'il y a quelques joueurs intéressants. Les Américains, cette année, des centres, c'est bien. Puis ce qui est le fun, bon, à part James Higgins, qui est moins de 6 pieds, là, il y a beaucoup de joueurs de plus de 6 pieds, donc du 6 pieds 1 à 6 pieds 3, 4 même. Wow, ça va être beau. Si on regarde les centres, le premier, évidemment, James Higgins. Le deuxième, par contre, William Moore. William Moore, qui a la double citoyenneté, donc autant canadien qu'américain, joue avec Boston College en ce moment, donc l'équipe où Lane Hudson était, excuse-moi, Lane Hudson, pas Lane Hudson, mais Jacob Fowler est en ce moment. Oui. Pas pire jeune homme, hein? 6 pieds 2, un peu léger par contre, autour de 160 livres, mais déjà joue un peu à la Ryan Leonard, un petit peu à... Tu sais, il y a du chien, là. Ben, c'est un gars qui a joué en périphérie. Il y avait des grosses statistiques à son année 2023-2024, là, quand même. Là. Oui. Mais ce que moi, tu parlais de la double citoyenneté, c'est un gars qui a vu le style de hockey canadien avant de s'en aller vers les États-Unis. Donc, capable de faire un bon mix. C'est un gars, un bon gars hybride. Son 161 livres me tracasse un petit peu, mais là-dessus, je crois que faut pas capoter, là. 161 livres à 17 ans, bientôt 18, là, il est né en mars. Écoute, donnons le temps à prendre la charpente, il peut prendre une vingtaine de livres facile. Si on arrive au draft à peut-être 180 livres, on va avoir de quoi d'intéressant, une bonne charpente. Là, ce que j'ai hâte de voir, bon, on le mentionne comme étant un centre. Un centre two-way. Bon, est-ce que c'est le genre de gars qu'on veut? Parce que tu me parlais tout à l'heure de Higgins. Lui et Higgins jouent tous les deux à Boston College cette année. Donc, c'est à voir. Tandis que Higgins est vraiment un two-way center avec une touche de vitesse et tout qu'un tacticien. Du côté de Moore, il est un peu plus... il va être plus global et à voir. Puis bien sûr, à cet âge-là, on dit tout le temps toute la même chose, mais je vais être stéréotypé. Mais il faut qu'à cette grandeur-là, le coup de patin suive puis qu'on continue d'améliorer là, parce que c'est ce qui vient souvent en ligne de compte. Ben, il y a un bon coup de patin nord-sud qu'on dit, là, mais pas nécessairement comme tu parles de ralentir. Polyvalence, versatile. Oui, exact. Il y a un mot-clé pour ce jeune homme-là, je pense, cette saison, là, ça va être masse musculaire. Il faut qu'il s'entraîne comme un déchaîné. Là. C'est sa raison d'être cette saison s'il veut voir, même s'il y a des performances un peu moins bonnes, s'il prend beaucoup de poids et arrive à mettre un 15-20 livres de muscle là, au cours de la saison entière jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au draft, je pense que c'est ça qui va faire la différence peut-être entre 3, 4, 5 rangs de repêchage de différence pour lui. Là. Exact. Écoutez, si ça arrive, il y a peut-être des possibilités qu'il soit dans les eaux du Canadien aussi. Fait que, en tout cas, ça risque quelque chose d'intéressant là, à surveiller du côté de William Moore. Puis en même temps, vous allez pouvoir regarder James Hagan. Fait que, si vous avez à suivre une équipe intéressante, peut-être là, déjà. Et Jacob Fowler. Exact. C'est justement, tu disais, Julien, il va être dans le range du Canadien. C'est exactement le genre de gars qui risque de sortir en 10 et 16, peut-être.
à moins qu'ils prennent de la masse et qu'on voit que c'est une superstar, ben là, à ce moment-là, il pourrait sortir top 10 puis là, sortir un peu de notre range en principe, là, on s'entend. Il ne faut jamais oublier qu'on a 2 choix au repêchage. On a celui de Calgary qui, j'ai aucune idée s'ils vont être en mesure de faire les séries, mais s'ils ne font pas les séries, on va avoir un beau choix à ce moment-là. Puis sinon, bien, évidemment, celui du Canadien. Où est-ce qu'on va finir? Aucune idée. Mais pour ce qui est des centres, à part si on regarde plus loin, on a un gars à Boston University qui s'appelle Conrad Von Derk. Oui. Von Derk. Il est tout petit comparé aux autres. Là. Ouais, ben, il est à peu près l'équivalent d'un James Higgins, mais malheureusement, il n'y a pas le talent d'un James Higgins. Fait que c'est ce qui vient un peu brouiller les cartes. Mais un autre que je voulais vous parler, par contre, qui est déjà 6 pieds 190 livres, un Cole McKinney. Lui, il est plus loin pour l'instant, mais j'ai l'impression, là, permettez-moi de douter du fait qu'il est autour de 32, 33, 34. Là. D'après moi, il va sortir en première ronde, ce gars-là. Là. Il est déjà très costaud, en tout cas. Il est déjà très costaud aussi. Très bonne charpente, lui, là. 6 pieds 190 livres. Il peut encore grandir à 17 ans. Déjà une bonne charpente. Et moi, ce que j'aime, c'est que lorsqu'on parle de lui, là, rendu dans la Ligue nationale, ça va à vérifier. On ne parle pas de lui pour une touche offensive, mais on parle d'une machine à remporter des mises en jeu. Et c'est un gars avec un rôle très, très défensif. Donc, bon, c'est pour ça qu'il est probablement un peu plus loin dans le repêchage. Mais pour, mettons, un club comme le Canadien de Montréal qui, nécessairement, son top 6 offensif, ça va être booké, ça va être jammé. Ben, un gars comme lui, écoute, moi, Cole McKinney, ça devient très intéressant, mais dépendamment du développement aussi des joueurs qu'on a déjà. Mais, effectivement. On parle d'un joueur qui a un plancher très élevé, dans le fond. C'est pas mal convaincu qu'il va faire sa place dans la Ligue nationale, ce jeune homme-là. C'est un no-risk au niveau du repêchage. C'est pratiquement pas de risque d'aller chercher ce gars-là en fin de première ronde, du moins. Là. Oui, c'est ça. Puis mais la seule chose, c'est peut-être sa constance qui fait en sorte qu'il n'est pas aussi haut. Mais tu sais, Ryan Leonard, plus offensif, on s'entend, mais quand on regarde un joueur de ce type-là, ben nous, on a besoin de quelqu'un qu'on va pouvoir mettre sur la troisième, peut-être la quatrième, mais surtout la troisième, puis qui va amener de l'énergie, qui va amener cet aspect-là que tu parlais justement, de gagner des mises en jeu, d'être solide sur ses patins, d'être un gars qui est déjà fort physiquement aussi. Là. C'est à suivre. Puis ce qui est intéressant pour lui, c'est que bon, cette année devrait continuer avec le programme national des moins de 18 ans, mais l'an prochain, il est commis avec l'Université du Michigan. Et on a un autre joueur qu'on aime bien chez le Canadien de Montréal qui joue présentement à l'Université du Michigan, qu'on va parler plus tard aujourd'hui dans d'autres épisodes. Donc, Michael Age et lui, là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Là. Parce que Age aussi est un centre très intéressant. Exact. Puis là, je vais sauter au niveau des alliés, là, j'en ai juste un, moi, que je voulais vous jaser. Puis je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un cas très particulier. Là. Je vous donne juste sa grandeur. Là. 5 pieds, 6 pouces, 146 livres. Probablement un des joueurs avec le plus de talent qui pourrait sortir en première ronde cette année. LG Mooney. Si vous n'êtes pas allé voir un peu ses highlights, là, LG Mooney, là, je vous en parle rapidement, là, mais il est écœurant. Là. Quand on aime là, Lane Hutton, quand il fait ses feintes, ben, imaginez Lane Hutton 2 fois plus rapide. C'est un peu ça, là, LG. Mais lui, c'est un attaquant. Exactement. Mooney il est à sa bonne place. Il est à sa bonne place pour sa grandeur parce que là, puis là, je ne dis pas qu'on va aller le chercher. Là. Malheureusement, on a déjà un Cole Caulfield, entre autres. Non, c'est ça. LG Mooney, ça va être un gars à surveiller. C'est un gars qui joue au Minnesota cette année. Puis l'année passée, il était très bon. La seule chose, c'est évidemment, c'est sa grandeur. Malheureusement, c'est le genre de truc qui va comme retenir beaucoup, beaucoup d'équipes d'aller choisir un type de j'ai un bon fun fact pour vous deux. LG Mooney, c'est le cousin de qui? Logan Cooley. Logan Cooley et LG Mooney sont 2 cousins. Oui, je ne savais même pas. Ouais, je viens de l'apprendre. Donc, c'est vraiment à surveiller. J'espère qu'il y a un peu de Cooley dans LG Mooney. C'est sûr. Si c'est ça, là,
un plus petit format parce que Logan Cooley est à peu près 5'10", 5'11", mais quand même. Ah, non, le mais gars, c'est- Mais Vas-y, tu sais, la croissance n'est pas nécessairement terminée dans son cas non plus. Là, Non. tu sais, il pourrait grandir encore de quelques pouces du moins. Mais oui, là, 5 et 6 au niveau de la Ligue nationale, ça commence à être quand même, quand même un peu petit, on s'entend. Ouais. Mais ouais, écoute, là, ces joueurs-là, la différence, ça, c'est le niveau d'intelligence à ne pas aller se mettre trop dans le trouble. Tu sais. Donc, être capable de jouer du bâton pour récupérer des rondelles libres, puis pas avoir à utiliser leur corps, en fait, là, pour faire ces choses-là. Fait que si LJ Mooney est capable de développer ça, il va être dur à frapper rapidement, fort parce qu'il est rapide, justement. Il est déjà comparé un peu à Johnny Gaudreau, qui Mm-hmm. lui aussi était petit dans son jeune temps. Puis c'est sûr que c'est des grandes chaussures à porter, là, mais ça reste comme son style de jeu. Il fait penser un peu à ça. Plein de talent. Maintenant, c'est juste une question de va-tu être capable de au moins grandir de 2 pouces, ça serait déjà pas pire. Là. Mais bon, à voir. Fait que je vais vous amener sur les trucs intéressants. Maintenant, c'est les 2 autres choix les plus importants des Américains, c'est des défenseurs. Ouais. Dont Logan Hensler, 6 pieds 2, 196 livres, donc déjà 200 livres, qui joue au Wisconsin cette année. Je l'adore, lui. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Parce que non seulement c'est un bon défenseur, mais c'est un défenseur droitier. Puis on est un peu faible à droite en ce moment. C'est un bon, grand défenseur mobile droitier. Y a-tu quelque chose de plus salivant que ça présentement? Je pense que non. Quand tu vas ça aller, là. Au niveau de ce draft-là, il n'y en a pas beaucoup de plus en ce moment. Non, ben oui, puis tu sais, on en a parlé lors des derniers épisodes et on va en reparler au courant de la saison. Matthew Shaffer, tu sais, des gars du Canada, mais lui, dans son type, en étant américain, tu sais, bon gabarit, bon coup de patin à la défense et droitier. Salut, t'es qui? Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'attention autour de lui. Oui, parce que il est top 10 en ce moment. Peut-être va continuer à grimper au niveau des choix au repêchage. En tout cas, s'il y a une belle année avec le Wisconsin, j'ai pas de problème à croire qu'il pourrait gagner des places, tout simplement parce que c'est un défenseur droitier. Mais il y a quand même beaucoup de concurrence dans les droitiers. Dans les défenseurs, excuse-moi. On parle de Matthew Shaffer, entre autres. Là. Oui. Mais l'autre qui est. Moi, je l'aime beaucoup. Il joue à Boston University. On parle de Charlie Tradaway. Ouais. Tradaway. Très intéressant comme jeune homme. Je trouve que Tradaway est peut-être un petit peu plus. Comment qu'on pourrait dire ça? Il est plus entouré en partant, en tout cas. Oui, ça, clairement. Là. Effectivement. Mais il est un petit peu plus comme, tu sais, quand on dit qu'il faut polir le diamant, là, il y en a encore, là, tu sais. Il y en a encore un petit peu plus de... Oui, exact. Charlie Tradaway, à la base, c'est un défenseur, bon, un autre droitier, c'est intéressant, mais c'est, comme tu l'as dit, plus rough. C'est un gars qui va vraiment... bon, une des choses qu'on parle de lui, il aime se porter à l'attaque. Ça, c'est un fait. Maintenant, un très bon tir, très lourd. Un défenseur qui peut être physique. Mais moi, je pense que ça pourrait être une très belle carte cachée, dépendamment où il se situe. Présentement, on parlait tantôt de William Moore. Même Charlie pourrait se retrouver dans les mêmes eaux là, entre les choix 10 et 16. Donc, ça pourrait être une belle carte cachée pour un défenseur qui va chercher en milieu de ronde. Je ne veux pas faire de comparatif, mais Kaden Goulet, on avait été chercher à peu près dans le même coin. Oui, effectivement. Ça viendrait donner de la profondeur à droite, un peu comme ça te dit. C'est pas un espoir. Je veux pas starter de débat, mais enfin, on pourrait penser à passer à autre chose avec Justin Barron. Oui, exact. Tout à fait. Puis, tu sais, moi. On connaît ton amour pour. Ouais, sacrifice. Mais honnêtement, moi, ça ne me dérangeait pas qu'on aille chercher notre Rhinebacker à droite parce qu'on se disait, regarde, on n'a pas ce profil de joueur-là, puis c'est important. Puis au moment qu'on est allé le chercher, même on en avait
on n'était pas sûr là, au niveau de Logan Mailloux s'il était en mesure de faire la Ligue nationale. Là, on voit qu'il y a quand même, il y a des assez bonnes habiletés pour au moins être sur un top 6. Maintenant, ça va dépendre s'il va continuer à évoluer, là, on s'entend. Mais il a montré des flashs pour ça. Maintenant, est-ce que juste Mailloux et Reinbacher, c'est suffisant pour dire OK, on peut aller à la guerre avec ça? Moi, je pense pas. C'est ça. Donc, il nous faut absolument un autre gars, soit qu'on va le chercher, ou soit qu'on le prend dans notre giron puis qu'on le fait évoluer. Malheureusement, c'est des gars à droite, là. Ça pleut pas, là. Des bons gars à droite, là. Puis, tu sais, moi, je vais en arriver à citer Bobby Sennett. Quand il parle de lui, il parlait dans la machine à scorer, il dit quand un marqueur naturel, c'est comme de l'or en barre, ben, c'est la même chose pour un défenseur droitier. Quand tu en as un bon, c'est de l'or en barre, garde-les. Puis, travaille dessus. Puis là, ben, on en a parlé sur le show avec Frank en début de semaine. Bon, Ekstrom, Mailloux à Laval, ben, c'est pas un désaveu. On veut travailler sur eux autres. Mais ça sera la même chose. Si on va chercher un Trenaway, c'est pas un désaveu. On veut travailler dessus puis on veut le préparer. Parce que, bon, je reviens, je finis la boucle. Je pense pas que les éléments du bottom 6 de Montréal présentement, c'est des gars qui vont nous amener en terre promise. Ouais. C'est un bon point. Dans le fond, tout ce que tu veux, c'est que tu aimerais avoir des bottom 6 qui veulent percer au niveau du top 6. Puis là, on n'a pas ça. Ben, tu veux une lutte à l'interne. Tu veux une lutte que les gars ont tellement soif de jouer à Montréal que même challenger les gars sur le top 4. Parce que notre futur top 4, c'est encore très flou. Oui, Caden Goulet, ça s'en vient de plus en plus clair. Oui, Lane Hanson, ça s'en vient de plus en plus clair. David Reinbacher, bon, malheureusement, on va oublier pour cette année. Mais après ça, Mailloux, Ekstrom, il y a d'autres gars qui s'en viennent. On en a déjà parlé ici, mais tu sais, Trouble, OK, il y a une belle charpente, fiable défensivement. Jacky, c'est pas du tangible. C'est pas, hey, tu vas te dire, Jacky dans 10 ans, quel défenseur fiable. Présentement, son style de jeu fait qu'il n'aura pas une longue carrière dans la Ligue nationale. Là. À donner des taloches au monde, à un moment donné, tu vas t'en faire donner une, puis c'est ce qui va te maganer. C'est pour ça que la suite logique, c'est que si le Canadien est capable de mettre la main sur un bon défenseur, ben, encore une fois, le monde va dire encore un défenseur. Puis, moi, soyons on a deux choix. Oui. On a deux choix, gang. Mais plus que ça, Ced, je veux dire, puis PO, ça prend du roulement aussi dans une équipe. Fait que là, on parle de repêchage de 2025. Donc, un développement pour 2027, 2028. Là, on va être déjà dans une deuxième vague là, au niveau, du noyau du Canadien, pratiquement. Là. Ça va être des fins de contrat qui vont arriver. Bon, on espère peut-être des renouvellements aussi. Mais il faut être réaliste. Pour être capable de garnir ce pipeline-là pour le plus longtemps possible, surtout avec tous les choix qu'on a. Fait que, un autre défenseur droitier, écoute, là, c'est ça, c'est une mine d'or en soi. Donc, ça vaut la peine. Je pense que Tataoué, ça peut être vraiment intéressant. Ben, tu le dis, là, c'est que l'avenir aussi, parce que ces joueurs qui sont en NCAA, habituellement, c'est un 2 à 3 ans. Surtout les défenseurs passent la majorité du temps, ils vont rester plus longtemps dans cette ligue-là. On pense à Owen Power qui est resté 1 an de plus dans la NCAA. C'est normal. Puis, veux pas, tu veux que ces gens-là challenge rapidement aussi parce que tu veux dire, OK, ben j'ai peut-être un Logan Mailloux de disponible pour une équipe qui voudrait l'avoir ou un Jacky de disponible. Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Oh, OK, un trou que j'ai, mettons, en avant me permet d'échanger ce joueur-là en sachant que j'ai lui. Mais tu ne peux pas faire ça quand tu as juste 3 défenseurs droitiers, puis tu en as un en KHL que tu ne sais même pas s'il va venir un jour. Là. Ouais. Mais, tu sais, le fameux, comment dire, le fameux règlement NCAA, ça, justement, puis là, je prêche pour ma paroisse, messieurs, là, mais il faudrait l'appliquer aussi à la Ligue canadienne. Ça permettrait tellement un développement plus sain. Oui.
puis que tu aies un modèle de développement pour les clubs, que tu n'es pas obligé de faire monter tes jeunes trop vite. Là-dessus, il y a matière à débat, là, puis je pense que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça aiderait beaucoup le hockey en général. Oui, c'est sûr. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Puis non seulement ça, ben ça équilibre le tout. C'est ça qui est important. Puis c'est ce qui fait aussi que des joueurs européens vont vouloir décider peut-être de venir jouer en ligue dans la CHL au lieu d'aller jouer en NCAA, comme le dernier gars, je voulais parler rapidement. Sacha Boumedienne. Sacha Boumedienne, qui est un Suédois, qui a passé la majorité du temps aux États-Unis. Puis c'est pour ça que je vous en parle, qui est avec Boston University. On parle d'un défenseur, encore une fois. Il y a beaucoup de défenseurs là, dans le top 15-20 là, en ce moment. Mais gaucher, celui-là. Donc, c'est le seul gaucher qu'on parle aujourd'hui. Sacha Boumedienne, il est 6 pieds 2, 185 livres. C'est quand même un beau profil. Là. Déjà, à l'horizon, on prévoit que ça va être un gars qui va être complet. Moi, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de celui-là. Oui, ben, fait déjà quelques années, je pense qu'il fait parler de lui un peu, là, au moins 2 ans. Fait que c'est quand même intéressant, voire possiblement même monter, je pense, dans ce classement-là, selon la saison qu'il peut avoir à NCAA. Mais c'est ça, c'est déjà un joueur suédois qui est déjà adapté aux glaces nord-américaines aussi, autre chose intéressante. Donc, ça va être bien hâte de le voir au championnat junior aussi, peut-être à quel point il va être capable de se démarquer face à ses compatriotes. Oui, puis l'avantage qu'il y a, c'est qu'il a un bon coup de patin, il est fluide sur la glace. C'est un gars c'est un Suédois, là, il patine bien. Les skills de base, il les a acquis. Puis maintenant, dans la Ligue américaine, ben, il peut continuer à développer son côté peut-être plus physique, son côté plus complet en termes de défense. Exact. Puis du côté de Boumedienne, c'est le fils d'un ancien joueur pro, qui est Joseph Boumedienne, qui lui a évolué un peu dans la Ligue nationale, là, par-ci, par-là. On l'a vu chez les Capitals de Washington, surtout. Puis comparé à Papa était un gros défenseur très physique, du côté de Fiston Sacha, on parle, partout ce que j'ai lu de lui, c'est on a un coup de patin extraordinaire, puis on est un défenseur ultra rapide. À sa grandeur, c'est très surprenant. Oui. Donc, juste ça, moi, ça fait qu'il est sur mon radar pour cette année, puis à voir, OK, où est-ce qu'on va le retrouver? Oui. En tout cas, en ce moment, quand tu regardes, on parle autour de 15e, mais évidemment, ça va bouger, là, on s'entend. Ouais. Là. Puis, on ne sait jamais. Peut-être qu'on va avoir 2 choix top 16. C'est bien le fun. À moins que, évidemment... Et ça serait un coup fumant. Oui. Oui, vraiment. En tout cas, moi, Ouais. Est-ce qu'on repêche les deux ou on prend les deux puis on monte au draft pour aller chercher? Oui. Là, et là. Ça, c'est toujours le problème qu'on a. Puis on va en parler dans le prochain épisode. Là. On se garde ça, OK? Prochain épisode, hey gang, Michael Hage. Pour tous ceux qui sont avec nous dans le chat en live, pour être en live, en fait, c'est pas compliqué. Là. Vous avez juste à devenir membre Patreon. Puis vous allez avoir la notification pour le mercredi midi. Merci les gars. On se rejoint dans le prochain épisode. Yes. À la prochaine, la gang. Yes, bye-bye. My mind is playing games with things I can't believe. Fake news coming up my screen. Gold dust over everything. Flip through and I see your face. Cover up with pixelates, but you're so lovely in reality.